Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans Nord-Sud de ce mercredi. Gel des avoirs, interdiction de voyager, organisation des élections dans 6 mois. La CEDEAO joue toutes ses cartes pour maintenir la pression sur les forces spéciales depuis le putsch du 5 septembre dernier. Pour y arriver, l'organisation a même désigné le diplomate ghanéen Iboun Chambas comme médiateur en Guinée. Une décision loin de faire l'unanimité au sein de la place publique. Pareil au sein du CNRD. Qu'est-ce qui motive le refus catégorique du nouvel homme fort du pays? La Guinée peut-elle s'en sortir sans la CEDEAO? Des questions qui vous seront décortiquées dans Nord-Sud. Sur ce plateau, Emmanuel Milimono, rédacteur en chef de Film 24. Bonjour Emma. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous. Cabinet Fofana, l'analyste politique de la maison. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et dans la rubrique Parole à la diaspora, nous aurons Monsieur Hamid Ba, guinéen résident au Canada. Vous êtes d'ici ou d'ailleurs, vous pouvez nous suivre et réagir sur nos pages YouTube et Facebook grâce à la complicité de nos techniciens Ibrahima Silla, Benjamin Guilavogui et Lancé Sangaré. Mais avant, c'est parti pour le journal de la diplomatie avec Mariam Ba. Bonjour Mariam. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous. Bienvenue à la une de ce journal. Gestion de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya récuse l'envoi d'un médiateur de la CEDEAO. Eh bien, Aïssatou, le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur les crises guinéennes et maliennes qui s'est tenu le week-end dernier a nommé un envoyé spécial de la commission en Guinée, Mohamed Ibn Chambas, diplomate ghanéen, doit être l'interface entre l'organisation sous-régionale et la Guinée, sanctionnée par la CEDEAO pour cause de prise du pouvoir par la force. Mais à Conakry, les autorités guinéennes estiment qu'il n'y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. C'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme fort du pays, a écrit au chef de l'État ghanéen, président en exercice de la CEDEAO. Et la Guinée s'apprête à lancer la caravane nationale de la cohésion sociale. Pas grande information pour l'heure. Nous savons que le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, les ambassadeurs de la France et des États-Unis en Guinée, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, sont attendus ce mercredi en Zérékoré. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement de la caravane nationale de la cohésion sociale dont la cérémonie officielle est prévue à l'université de Zérékoré. Hors de nos frontières, en Centrafrique précisément, le parti au pouvoir émet des critiques envers la MINUSCA. À moins d'une semaine de vote sur le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU en Centrafrique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji, qui est aussi le secrétaire national exécutif du MCU, parti au pouvoir, émet des réserves sur l'action de la MINUSCA. Autant nous soutenons certains contingents de la MINUSCA font de très bon travail, mais il y en a d'autres, par contre, on égorge à leur nez et à leur barbe, ils ne réagissent pas et c'est ce qui contribue à créer un fossé énorme entre la population et la MINUSCA aujourd'hui, a-t-il déclaré. Et puis cette autre actualité, 72 chauffeurs du programme alimentaire mondial PAM de l'ONU retenus dans le nord de l'Éthiopie. Et oui, l'Éthiopie retient 72 chauffeurs de programme alimentaire mondial dans une ville située sur la seule route permettant l'accès à l'aide humanitaire au Tigré, a affirmé ce mercredi les Nations Unies en pleine frénésie d'efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit qui dure depuis un an. L'ONU qui dit être en contact avec le gouvernement éthiopien pour comprendre les raisons de leur détention. Et le bras de fer perdure entre la Pologne et la Biélorussie. La tragédie vécue par les milliers de migrants risque de durer. Des milliers de migrants par un temps glacial espèrent toujours franchir la frontière polonaise et mettre le pied dans l'Union européenne. Ils sont arrivés là car le régime autoritaire de Biélorussie leur a fourni des visas avant de les pousser vers la frontière avec la Pologne qui ne veut pas les accueillir. Ces migrants se trouvent actuellement dans une zone interdite entre les deux pays, situation que condamne le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Et pour terminer, l'Allemagne demande de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie. L'Allemagne est favorable à de nouvelles sanctions de l'Union européenne contre la Biélorussie, a déclaré ce mercredi le ministre allemand des Affaires étrangères Heike Maas. Le diplomate accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d'exploiter sans scrupule les migrants en les envoyant à la frontière avec la Pologne. C'est tout pour le journal de la diplomatie. Merci à tous de l'avoir suivi. L'émission continue avec Aïssatou Bari et ses chroniqueurs. Merci Mariamba. Mercredi prochain pour un autre point de l'actualité diplomatique. Et c'est parti dans un langage diplomatique mais très ferme. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, récuse l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO, une actualité beaucoup commentée d'ailleurs de part et d'autre. Je veux savoir quelle a été votre réaction quand vous avez pris connaissance du communiqué réponse de la junte militaire au pouvoir. Je commence par vous, Emmanuel. Je pense, personnellement, ma première réaction, c'était d'abord une réaction, on va dire, mélangée, si vous me permettez le mot, parce que autant je ne comprenais pas la nécessité pour la CEDEAO de dépêcher quelqu'un en Guinée quand elle a une représentante spéciale, elle a des ambassadeurs et elle peut envoyer à tout moment le président de la commission qui était d'ailleurs là il y a quelques jours. Autant je ne pouvais pas aussi comprendre pour la junte de s'accommoder d'une décision de ce genre, à demander à la CEDEAO, enfin expliquer à la CEDEAO qu'elle ne trouve ni urgent ni opportun l'envoi d'un émissaire, d'un médiateur, il faut le dire ainsi. Mais globalement, je pense quand même qu'on est dans un rapport de force où chacun tente de placer la barre très haut. Si vous vous souvenez, la CEDEAO, bien que sachant que dans 6 mois, la Guinée ne peut pas organiser des élections, déjà au mois de septembre, elle avait imposé, dès que le coup d'État est tombé, elle avait imposé ce retour à l'ordre constitutionnel dans 6 mois. Entre septembre et novembre, on a déjà perdu 2 mois. Et en novembre, elle a réitéré 6 mois. Ça veut dire que peut-être finalement, la CEDEAO est passée de manière silencieuse de 6 mois à 8 mois, sans le dire en réalité. Mais elle maintient quand même la barre des 6 mois. De l'autre côté, on a aussi une junte qui veut avoir toujours quelque chose à dire, qui veut peser dans ses relations avec la CEDEAO, d'autant plus que sa légitimité. Oui, d'autant plus qu'on sait que on va dire les événements de l'année dernière notamment qui ont conduit au 3e mandat, leur appréciation au sein de l'opinion publique, surtout en ce qui concerne le rôle que la CEDEAO a joué ou aurait pu jouer dans ces événements, donne une sorte de légitimité, une impression de légitimité à la junte lorsqu'elle prend une décision qui va même à l'encontre des principes de la CEDEAO. Mais je pense que globalement, il n'était pas question pour la CEDEAO, pour la junte militaire en Guinée de dire nous ne voulons pas du tout de médiateurs. Je pense que ce que les autorités guinéennes ont voulu dire, nous sommes partants à échanger avec des missions qui peuvent venir ponctuellement échanger avec nous, mais nous ne voulons pas forcément qu'il y ait une personne détachée spécialement, entre griffes, pour suivre ce qui se passe en Guinée. Et quand vous voyez les réactions qui ont suivi, d'ailleurs j'ai lu ce matin une réaction du général Sekouba Konaté, qui a lui-même soutenu cette position de la junte en allant jusqu'à dire qu'il sait dans quelle pression les émissaires de la CEDEAO, notamment Ibn Chambaz et Saïd Judith des Nations Unies à l'époque, l'ont mis, qui a des pressions qui ont poussé finalement à, on va dire, bâcler la transition, en quelque sorte, si j'ai compris son idée. Donc, tout cela donne, on va dire, une sorte de volonté de légitimité des autorités actuelles en Guinée. Surtout, dernier volet, c'est une junte qui suit généralement les attentes ou les réclamations des populations. Dès que Ibn Chambaz a été nommé, il y a eu des réactions qui sont parties des réseaux sociaux, qui sont parties jusque dans les quartiers généraux de certains partis politiques. Et on a vu que derrière, quand il a pris la décision de dire nous ne voulons pas de lui, finalement, les réactions étaient des réactions pour saluer sa décision, rares pour s'y opposer. Mais du point de vue diplomatique, pour ceux qui prennent du recul, on sait qu'il n'était pas obligé
de prendre cette décision. Il aurait pu s'accommoder d'un médiateur de la CEDEAO, d'autant plus que déjà que c'est clair que ce sont les Guinéens qui vont diriger leur transition, il n'y a pas de situation de crise. Le médiateur qui serait venu, il n'aurait tout simplement rien à faire sinon que voir ce qui se passe, comment la transition évolue, et la junte aurait pu, dans la mesure de son possible, limiter le rôle de ces médiateurs-là dans les prises de décision qui devaient conduire à la gestion de la transition. C'est comme si le colonel était à l'écoute du public, qui suivait de près les gens sur les réseaux sociaux. C'est votre façon de voir les choses. Oui. Et cabinet, avez-vous la même lecture du sujet? Pas tout à fait, pas tout à fait. Je pense que c'est une erreur stratégique de penser qu'on dirigerait un pays via les réseaux sociaux. Parce que de mon point de vue, il y a une sorte de recherche perpétuelle de légitimité, alors même que celle-ci elle est fondée. Et je rappelle que le dernier sondage de l'AGSP FIM prouve qu'à 65% la junte était perçue comme étant venue au bon moment, donc ce qui assurait d'une certaine façon une acceptabilité importante du putsch. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle essaierait en gros de toujours se mirer, ou plutôt de partir des réseaux sociaux ou des entendements souvent parfois qui ne prennent pas en compte les réalités diplomatiques ou les relations internationales. Et moi j'ai été surpris que le colonel soit lui-même, que ce soit lui-même qui écrive le courrier. Pourquoi? Parce qu'il se met un peu ce qu'on appelle en communication politique, il se met en hypotension. C'est-à-dire que lui, en personne, il écrit, alors même qu'il a des leviers, il a des francs-tireurs qu'il pouvait bien utiliser. Vous avez le Premier ministre, vous avez le ministre des Affaires étrangères, et puis il y a un troisième élément qui était quand même les partis politiques. Tout à l'heure, Emmanuel rappelait que certains partis politiques recusaient Ibn Chambas, mais pas l'idée de l'envoi d'un envoyé spécial qui va servir de trait d'union entre l'organisation et la Guinée. Parce que la réalité, c'est que nous sommes en crise. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème d'entendement et de compréhension de la part de la junte qui pense que puisque justement elle est légitimée, qu'il n'y a pas d'affront entre la junte et les partis politiques, il n'y a pas de manif pour récuser un peu la prise du pouvoir, pour elle, pour la junte bien évidemment, on n'est pas en crise. Alors même qu'il n'y a pas un état de crise il n'y a pas un état de crise plus que celui perpétré après un coup de force. Un coup de force est un état de crise parce que c'est anticonstitutionnel. Donc, je pense que le fait de percevoir l'envoi d'un envoyé spécial comme étant une sorte d'exacerbation d'une crise, et que ça donnerait l'idée qu'il y a une crise en Guinée, mais la Guinée est dans une crise, le Mali est dans une crise, sinon... Peut-être que pour la junte, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas forcément de soulèvement à l'interne. Non, en fait, c'est pas cela. Parce que tu vois, quand ils disent qu'ils n'ont pas de problème, qu'il y ait des missions ponctuelles, vous savez, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut s'appuyer. On peut envoyer un envoyé spécial, tout comme M. Kassibrou peut venir de temps à autre, tout comme le représentant de la CEDEAO en Guinée peut en fait travailler. C'est un peu le cas au Mali. Le Mali, je pense qu'il n'y a pas un envoyé spécial, c'est plutôt l'ambassadeur de la CEDEAO qui agit, mais vous avez souvent des missions ponctuelles qui y vont. Mais je pense que l'appréciation de l'envoi d'un envoyé spécial ou de se contenter spécialement de l'ambassadeur qui est là appartient à la CEDEAO. Moi, je ne vois aucun problème en cela, parce que s'il recuse l'envoi d'un envoyé spécial, et sous prétexte qu'il n'y a pas de crise, on est dans une crise. Si nous n'étions pas en crise, je ne vois pas pourquoi la CEDEAO se mêlerait. Si un acteur supranational, une organisation supranationale comme la CEDEAO qui prend l'initiative de porter main forte à la Guinée, c'est parce que bien évidemment il y a une crise. Et je ne vois pas un acteur politique prouver aujourd'hui qu'il y a une crise. Parce que ce qui est un peu compliqué dans la posture de la junte, et notamment celle du président de la transition, c'est que sur la question de la durée de la transition, la CEDEAO se voit rejointe par les partis politiques.
Et on a vu, moi j'ai lu tout à l'heure des partis politiques, notamment M. Aliou Condé de l'UFDG, à la suite de la rencontre avec le MATD, ils disent qu'ils n'ont rien appris de nouveau. Donc il y a une rupture apparente entre les partis politiques et la junte, ce dont on ne peut s'en cacher, dont le véritable point d'achoppement, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur la transition. Moi je pense qu'en gros, la junte a pensé qu'en ne faisant pas un peu Mais, concrètement, quand la CEDEAO exige un délai de 6 mois pour l'organisation des élections en Guinée, en voyant un peu les enjeux du terrain, est-ce réalisable? Non, mais c'est un secret de polichinelle. Ce n'est pas... Il n'y a pas de possibilité de faire des élections en Guinée dans 6 mois. Rappelez-vous d'où on vient. On a organisé en 2020 des élections totalement contestées. Il n'y a pas eu un seul scrutin qui a eu lieu, d'ailleurs, depuis 2015, qui ne soit pas contesté par l'opposition. Et fondamentalement, ce qui constitue l'argument de contestation de ces élections, c'est le fichier électoral. Il se trouve qu'on ne peut pas établir un nouveau fichier électoral dans un délai aussi court et aller à des élections qui puissent être crédibles, sérieuses. Ce n'est pas possible. La CEDEAO, je pense, la CEDEAO est en train d'utiliser les moyens qu'elle a à sa disposition. La charte de l'organisation elle-même impose 6 mois en cas de renversement de l'ordre constitutionnel pour organiser des élections. C'est ce que la charte dit. Je pense que s'ils avaient la possibilité aujourd'hui de la réviser, ils l'auraient fait. Mais la confusion dans tout cela, c'est quoi? Lorsque vous prenez le cas malien et guinéen, parce que ce sont ces cas qui ont été évoqués lors du dernier sommet, au Mali... Le Mali d'ailleurs, qui a proposé 18 mois. Oui, 18 mois qu'il n'a pas pu respecter. Bon, pour le moment. Oui, non, mais ils ont dit, pour ils ont écrit... Ils ne peuvent pas. Les élections étaient annoncées pour le mois de février. Oui, mais ils ont écrit officiellement pour dire qu'ils ne peuvent pas le faire en février 2020. Donc, 18 mois déjà... 2022. Donc, 18 mois déjà, ils n'ont pas pu le faire. Pendant ce temps, en Guinée, on veut imposer 6 mois... Alors qu'on sort en réalité d'une élection qui a été sanglante, qui a été très contestée. Et ce qui fait un peu, à mon avis, aussi, ce qui expliquerait peut-être la position dure du CNRD vis-à-vis de la CEDEAO, ce n'est pas forcément qu'elle puisse participer au processus en cours, mais lorsque vous regardez l'appréciation, je disais tantôt, de l'appréciation que se faisaient les citoyens du rôle que la CEDEAO a joué pour, on va dire, lors même de ce 3e mandat d'Alpha Condé, la CEDEAO aurait pu peut-être faire une déclaration publique pour condamner le fait qu'Alpha Condé brigue un 3e mandat. Ça aurait été un envoi fort et laisser Alpha Condé aller. Est-ce que vous voulez dire par là que la crédibilité de l'organisation ouest-africaine en question a été entachée? Non, mais elle est entachée en Guinée. Elle est entachée. Depuis que la CEDEAO a fermé les yeux quand Alpha Condé a cherché un 3e mandat, ils ne l'ont pas arrêté, en tout cas pas publiquement, ne serait-ce que pour renvoyer à l'opinion le fait que nous vous prenons à témoin, nous avons averti Alpha Condé, entre guillemets. Mais personne ne l'a fait. La CEDEAO s'est contentée d'accompagner pratiquement le processus. Rappelez-vous quand on avait parlé à un moment de l'arrivée à Conakry de le Béninois, comment il s'appelle encore, Béhanzin, mais la première réaction que les gens ont eue, c'était une réaction de critique sévère, parce qu'il était là aussi en 2020, quand le processus pour le 3e mandat a été enclenché par Alpha Condé. Et la CEDEAO n'a pas pu arrêter ce processus. Il se trouve que c'est un processus qui a coûté cher en vie humaine, qui a fait couler beaucoup de sang, qui a créé une scission totale, une rupture de dialogue. On était arrivé à un point où vous aviez des partis politiques qui ont dit nous n'y dialoguerons plus avec Alpha Condé. Mais c'était quand même, on est arrivé à un point culminant de la crise. Il se trouve que ces militaires ont interrompu ce processus de crise. À leur avis, ils ont arrêté une crise et ça explique le fait pour eux qu'il n'y a plus de crise parce que eux ils ont arrêté la vraie crise, celle qui opposait donc Alpha Condé aux autres entités internes qui étaient le FNDC, les partis politiques, toutes ces organisations de la société civile et surtout toutes ces familles de victimes, tous ces prisonniers politiques que eux justement ils ont libérés. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous regardez la première rencontre que le CNRD a eue avec les partis politiques, il a été clair avec eux, il n'y aura pas d'agenda individuel, il y aura un agenda national.
Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est eux qui veulent diriger cet agenda-là. Et quand vous regardez également d'expérience, moi je pense que la déclaration de Sékou Konaté aujourd'hui, elle est importante. Parce qu'il est passé par là, il a vu le rôle que la CEDEAO peut jouer dans l'organisation de cette transition. Il ne faut pas, à mon avis, qu'on se limite à résumer la question de la transition à l'organisation d'élections. Peut-être que c'est l'élément fondamental. Vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la CEDEAO est en partie responsable de ce qui arrive dans les différents États? Je ne dis pas qu'elle est responsable, mais je dis qu'elle aurait pu faire quelque chose, ou au moins elle aurait pu sauvegarder son image vis-à-vis de l'opinion publique guinéenne. Si elle avait fait par exemple une déclaration de rappel des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et de la démocratie, ce qui fait l'ADN d'ailleurs de sa charte, juste un rappel à l'opinion publique et laisser Alpha Condé continuer. La CEDEAO aurait pu brandir cela aujourd'hui pour dire que quand même, il y a un principe fondamental qui existe. Diplomatiquement, ils l'ont fait, mais ils auraient pu donner l'impression à l'opinion publique qu'ils ont en réalité agi. Parce que moi, je ne dis pas que la CEDEAO n'a rien fait pour empêcher ce qui s'est passé en Guinée. La CEDEAO a joué un rôle pour qu'on n'en arrive pas là. Il se trouve en réalité qu'il y a en face le principe de souveraineté de l'État, l'entêtement du président auquel ils avaient affaire et la limite des leviers diplomatiques sur lesquels ils pouvaient jouer. Mais une déclaration, à mon avis, ils auraient pu prendre le coup d'un clash avec Alpha Condé sur le plan diplomatique et garder leur légitimité auprès de la population plutôt que de prendre le clash avec la population et garder leur amitié avec Alpha Condé. Malheureusement, ils ont fait le second choix et ils sont en train aujourd'hui de payer le prix. Cabinet sans retenue, est-ce que la Guinée a besoin d'un médiateur actuellement? Non, je pense qu'on a véritablement besoin d'un médiateur. On a besoin de la présence affirmée de la CEDEAO. Je pense qu'on fait une erreur stratégique en pensant que quand on exclut la CEDEAO, eh ben c'est bon, on peut faire de la transition ce qu'on veut. Je ne crois pas à cela. Et je ne pense pas non plus que le fait de ressasser un peu le comportement que fut un peu la CEDEAO dans la crise il y a quelques mois, notamment dans l'affaire du troisième mandat, que l'on en fasse un élément de langage pour recuser la CEDEAO. Il y a un principe, c'est que la CEDEAO se trouve forte de remettre en cause, de recuser les coups d'État militaires. Ça, c'est un principe. Même si elle fait du 2 poids 2 mesures, 6 mois pour la Guinée, 18 mois pour le Mali, oui, j'en viens. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi? Regardez, je vous dis, le CNRD s'est pris à un piège. Il aurait fallu au CNRD, pour s'éviter, de donner une durée de la transition dans la charte, ne serait-ce qu'à titre indicatif, avec possibilité, puisqu'ils ont dit qu'il y a une possibilité de reviser la charte, ils auraient pris cette possibilité-là, et puis un chronogramme était donné. Rappelez-vous que la première au Mali, la date du 22 février a été travaillé et ce sont les militaires qui l'ont donné. Est-ce qu'il n'y avait pas de raison, par exemple, qu'en Guinée, que l'on dise on pourra organiser les élections dans 2 ans ou dans 2 ans et demi, mais ils ont été, la junte, le CNRD a été muette sur la durée de la transition dans la charte. Et je vous dis, ceci est partagé par bon nombre de gens. Et je ne crois pas non plus que l'opinion publique en Guinée est autant rétive qu'on le veuille nous faire croire de l'action de la CEDEAO. Il se trouve, je vous dis, nous sommes une société très polarisée et fortement politisée. Vous allez voir ce qui va se passer, c'est que lorsque les partis politiques vont récupérer le discours de la CEDEAO, la balance va suivre. En attendant la récupération, messieurs, dames, nous marquons une courte pause pour nos obligations commerciales et la page info. On se retrouve juste après pour continuer cette émission. De retour dans ce studio A de FIM FM dans Nord-Sud, nous partons avec quelques réactions des auditeurs. Diallo Alassane nous dit ceci, c'est pour tout ceci
que la Mauritanie ne fait plus partie de cette organisation. Elhadj Kandjoura Kamara, par contre, nous dit que ce que tu ne dis pas dans ton analyse, c'est que la CEDEAO souffre d'un problème de crédibilité. Ses agissements dans ce qui était réellement une crise en Guinée est encore frais dans toutes les mémoires. Merci de nous suivre où que vous soyez dans le monde. Amadou Ouriba, bonsoir à tous et à toutes. J'aime votre émission. Bonne écoute ici depuis Madina Boussoura. Merci Ba, merci Amadou Ouri. El Kébé nous dit ceci, bravo Souadou, belle analyse et bon vent à vous. Non, c'est plutôt Aïssatou, la petite sœur de Souadou. Oisso nous dit, tu es une brave générale Aïssatou. Merci Boï. Continuez à réagir sur notre page Facebook. Ça sera un plaisir de vous lire. Alors, cabinet, vous disiez avant la pause qu'il est nécessaire d'avoir un médiateur en Guinée. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogent. En tout cas, certains sont pessimistes quant au profil de Monsieur Ibn Chambas. Pour certains, le casting fait par la CEDEAO est complètement raté. D'autres, par contre, estiment que c'est plutôt l'image de la CEDEAO qui pose problème. Qu'en dites-vous? Non, je suis d'accord avec ceux qui pensent que la CEDEAO ne bénéficie pas d'une meilleure opinion, que ce soit en Guinée ou que ce soit partout. Il y a une crise de confiance, une sorte de défiance de la CEDEAO dans les opinions publiques africaines, plutôt des pays d'Afrique de l'Ouest. Ceci étant, il ne me semble pas, comme je l'ai tantôt dit, de recuser une médiation, qu'elle vienne de la CEDEAO ou qu'elle vienne d'autres institutions. Encore que la position de la CEDEAO, et ceci on va le marteler encore une fois, la question le principe de subsidiarité étant, les institutions, les autres institutions suivent en fait la posture de la CEDEAO. C'est assez compliqué, c'est très compliqué de penser que l'on va tout de suite recuser la CEDEAO parce que tout simplement la CEDEAO est connivente, c'est un conglomérat de chefs d'État, alors même que celle-ci est écoutée d'une certaine façon par les institutions avec lesquelles les Guinéens, la Guinée travaille ou le Mali travaille. Parce que je pense qu'il y a une question de réel politique qu'il faut faire valoir là-dessus. Et quand on lit un peu la lettre du colonel, il ne récuse pas complètement la CEDEAO. Il ne dit pas qu'on n'a pas besoin de l'action de la CEDEAO, mais lui, dans son entendement, faire venir un envoyé spécial renvoie à l'idée d'une crise. Comment ? C'est une démarche diplomatique. Oui, sauf que vous savez, il y a ce qu'on appelle un peu la politique de l'image. Souvent, les présidents ou ceux qui dirigent n'aiment pas trop l'idée d'une crise parce qu'après, ça renvoie à beaucoup d'explications, beaucoup de supputations. Sauf qu'en fait, comme je l'ai tantôt dit, il n'y a pas d'état de crise parfait que celui d'un état de coup d'État, voilà, d'un état de putsch. Quand on perpétue un putsch, il y a une crise parce que naturellement, on justifie l'irruption de l'armée dans la sphère politique par la capacité de celle-ci à résoudre une crise. C'est cela en fait, sinon ça n'a pas de sens. Et lorsque vous écoutez les discours, la rhétorique habituelle ressassée tout le temps par ceux qui commettent les putschs, c'est dire oui bon, c'était pas bon avant, on va vous donner monts et merveilles, on va mettre de l'ordre, on va faire ci, on va faire ça. On nous parle même de nous doter de routes et tout ça. Voilà. Donc est-ce que pour autant on ne dirait pas qu'on est en crise? Moi je trouve que c'est un peu un jeu de mots et une question de compréhension. Et ça d'ailleurs, ça va au-delà du simple fait d'envoyer un médiateur ou un envoyé spécial, je ne sais comment l'appeler. Il y a, lorsque vous écoutez par exemple les ministres à leur installation, vous avez l'impression, ils déclinent des programmes qui n'ont rien à voir avec une transition. Vous avez l'impression
l'impression qu'ils se voient un peu dans un régime normal et que voilà, ils ont le temps qu'il faut pour faire ci, pour faire ça. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité de questionner la perception que chacun de nous, la junte, les acteurs politiques, la façon que chaque acteur perçoit en réalité la notion de la transition. Et c'est extrêmement important de mon point de vue pour permettre un peu de démêler certaines crises. Ouais. Un coup d'État en Guinée, un coup d'État dans un autre au Mali. La CEDEAO qui maintient la pression. D'un autre côté, est-ce que l'organisation ne craint pas qu'on reste dans un cercle fermé, chaque fois repousser l'organisation des élections, pour le cas par exemple du Mali, avec l'arrivée peut-être d'un autre Premier ministre, même si le Mali s'est déjà prononcé sur sa possibilité à ne pas tenir les élections au mois de février? Je pense que ce que craint la CEDEAO aurait pu être évité à partir du moment où les principes même édictés dans sa charte étaient respectés. Mais vous avez aujourd'hui, par exemple, je reviens encore au cas guinéen, je pense qu'au-delà des principes diplomatiques, au-delà des principes normaux de gouvernance, il y a aussi la réalité dont il faut tenir compte. Et il y a ce pragmatisme qui préoccupe, à mon avis, la junte en Guinée. Je reviens encore à l'action qu'aurait pu jouer la CEDEAO avant. Imaginez que lorsque Alpha Condé a lancé la machine du troisième mandat, que tout simplement la CEDEAO décide qu'ils ne prennent pas part au sommet des chefs d'État. Ça aurait été un message suffisamment fort aussi. Mais il est parti. Des fois, il y a eu des bisbilles entre lui et le président de la Guinée-Bissau. Ça n'a jamais marché de toute façon sur ce principe-là. Pas Alpha Condé seulement, il y a la Côte d'Ivoire qui est tout près. Non, je parle du cas guinéen parce que c'est celui-là qui a fait l'objet de plus grandes critiques. En tout cas, comme on appelle, par le président bissau-guinéen. Et quand vous regardez aussi les déclarations actuelles, tenues en tout cas les plus récentes du président ghanéen lui-même, ça renvoie au fait que l'idée du troisième mandat elle-même n'est pas acceptée au sein de l'organisation. Donc, quelle que soit aujourd'hui la position de la CEDEAO, je parlais tantôt de réel politique, je parlais de pragmatisme. Il y a le principe de subsidiarité, bien entendu, des institutions internationales, mais au même moment que la junte est en train de dire à la CEDEAO, nous ne voulons pas des médiateurs, un envoyé spécial, au même moment, elle est en train d'échanger avec l'Union européenne qui lui dit, nous sommes prêts à vous accompagner. Au même moment, elle reçoit individuellement les ambassadeurs des différents pays qui n'ont pas forcément la même lecture de la crise en Guinée. Donc, il y a le principe de la CEDEAO lui-même, la conduite de l'institution elle-même, mais il y a la conduite des États individuellement pris. On parlait tantôt de chefs d'État qui se sont même déplacés pour venir à Conakry, alors que le pays est censé être sous embargo. Tout cela renvoie à quoi? Vous avez une conduite que la CEDEAO veut imposer, mais si la junte va peut-être de manière bilatérale, de manière individuelle avec les États, elle peut casser le bloc que la CEDEAO est en train de mettre en place. Et encore une fois, de ce point de vue, ça fait, à mon avis, que c'est bien compréhensible que cette junte n'ait pas besoin forcément d'avoir un émissaire. Lorsqu'elle peut échanger avec les ambassadeurs des différents États, elle peut échanger avec le représentant résident de la CEDEAO, elle peut recevoir le président de la commission de la CEDEAO quand il veut à Conakry. Parce que, comme il l'a rappelé tantôt, la junte ne dit pas nous ne voulons pas de la CEDEAO, elle n'a pas exclu la CEDEAO. Elle a juste dit nous ne voulons pas que vous envoyiez spécialement une personne. Une démarche individuelle, ça peut ne pas aboutir, puisque ces mêmes dirigeants des États, ce sont eux qui se retrouvent à la tête de la CEDEAO. Oui, mais au sein de la CEDEAO, je vous ai dit tantôt, il y a des avis divergents. Aujourd'hui, peut-être la seule chose qu'on peut en vouloir à cette junte, c'est qu'elle organise les élections et qu'elle s'en aille. Mais la condamnation du coup d'État elle-même, c'est derrière. On ne va pas dire, la rhétorique du coup d'État n'est plus répétée par la CEDEAO. Pourquoi? La libération d'Alpha Condé, ce n'est plus aussi d'actualité selon vous? Non, ça c'est d'actualité. La CEDEAO a remis cela sur la table. Mais encore une fois, à partir du moment où la junte vous dit clairement que c'est aux Guinéens de décider du chemin qu'ils veulent suivre, ça c'est un message très fort qui a été envoyé. Le ministre des Affaires étrangères a fait la même déclaration quand il venait de prendre fonction. Certains ont considéré que c'était une erreur diplomatique.
Moi, j'ai dit que c'était, à mon avis, le message du CNRD qu'il a passé, en disant que la transition guinéenne n'est pas à négocier. Ça veut dire que, quel que soit ce que la CEDEAO voudra, il va falloir qu'elle fasse avec ce que la junte veut. Et il se trouve que la junte a besoin de gagner du temps. Elle remet toutes les questions importantes au CNT, aux assises qui viennent, notamment la question de la durée de la transition. Et sur la libération du professeur Alpha Condé, la CEDEAO a été claire. Il est guinéen. Enfin, la junte a été claire depuis la première fois. Il est guinéen. Il restera chez lui. Rien ne va lui arriver de mal. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que je pense que chacun des États veut placer la barre, chacune des instances veut placer la barre très haut. Le moment de négocier, peut-être la junte dira ok, je peux lâcher cette partie en contrepartie de cette autre. La CEDEAO pourra vous dire, parce que évidemment, au-delà du discours diplomatique, les gens se retrouvent, ils mettent les réalités sur la table et ils échangent. Et ce moment venu, je crois que chacune des institutions veut avoir quelque chose sur laquelle négocier. Parce que de toute façon, la CEDEAO ne peut pas chasser la junte en Guinée. Pas du tout. Cabinet, vous voulez réagir? Non, je veux rappeler un principe sacro-saint au niveau de la CEDEAO, même au niveau en démocratie. C'est en fait les élections. Le pouvoir le pouvoir politique procède d'élections. Ce principe-là fait que la CEDEAO tient à ce que une transition ne soit pas perçue comme un régime normal et que le retour à l'ordre constitutionnel soit le leitmotiv premier. Pourquoi je pense qu'on devrait normalement, la CEDEAO devrait normalement envoyer un émissaire à Conakry. Premièrement, c'est que lorsque après la session du 16, celle qui a suivi le 7 novembre, il y a eu une évaluation qui a été faite des deux situations. Il s'est avéré qu'en Guinée, pratiquement, ce que le CNRD a fait, c'est de publier une charte et nommer un gouvernement. Une charte qui ne dit pas c'est quoi la durée. Et la question nodale, la deuxième question importante, c'est quand même la question de la libération d'Alpha Condé. On n'a rien dit là-dessus. Donc, puisque la CEDEAO constate qu'il n'y a pas d'avancée sur ces questions majeures, notamment la durée de la transition et la question de la libération d'Alpha Condé, il trouve que la Guinée n'a pas fait un effort important. Donc, il faudra envoyer un émissaire pour constater et leur dire voici ce qu'on attend de vous. Donc, on comprend bien pourquoi. En Guinée, on envoie un émissaire et au Mali, il n'y en a pas eu. Pour le moment, je pense qu'il faut tout de suite et rapidement donner la durée de se prononcer sur la durée de la transition. Si on renvoie ça au niveau du CNT, on sait que 2 mois nous ont pris pour former un gouvernement. On ne sait pas, on fera combien de mois pour mettre en place le CNT. Et la question d'Alpha Condé, il faut se prononcer là-dessus de toutes les façons. D'accord. Emma Cabinet Fofana, c'est à présent. Nous partons à présent avec la rubrique Parole à la diaspora. Et nous avons au bout du fil Monsieur Hamid Ba. Bonsoir, Monsieur Ba. Monsieur Ba? La technique, est-ce qu'il est là? Allô, oui, Monsieur bonjour, Ba? est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, bienvenue dans Nord-Sud. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant en gestion administrative, consultant réglementé en immigration canadienne, propriétaire de Coven Group INC, président de l'ONG ADRIDEP, Projet pour tous, et ancien vice-président de l'Association des Guinéens du Canada. Très rapidement, quel est le quotidien de nos compatriotes de ce côté, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai un peu du mal à vous entendre. Allez-y, Donc, allez-y, nous vous si j'ai recevons. bien compris, la question, c'est quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici, c'est bien cela? Justement, oui, allez-y. Apparemment, il y a un petit souci là. Allô? Oui, Monsieur Ba, vous nous recevez? Oui, je vous reçois, oui. Voilà, nous vous écoutons, vous êtes en direct de l'antenne. Très bien, écoutez, merci beaucoup déjà pour l'invitation et j'en profite pour vous féliciter pour tout ce que vous êtes aujourd'hui au niveau de l'espace médiatique guinéen. C'est ma première fois d'intervenir sur vos ondes et je voulais vraiment remercier
tous ceux qui ont œuvré pour ça. Donc, comme vous l'avez dit, je réside au Canada depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici en tant que diaspora guinéenne, ce sont des problèmes que je dirais partagés par la quasi-totalité des pays occidentaux où résident nos compatriotes. Donc, le principal, en tout cas, déficit que nous pouvons lister ici, c'est un déficit administratif. Il y a un manque, mais considérable, d'administration ici, ce qui fait que la plupart de nos compatriotes ici aujourd'hui qui ont des besoins d'obtention d'un certain nombre de documents tels que des passeports, des titres de voyage pour se rendre en Guinée, ou qui voient leurs enfants nés ici qui sont citoyens canadiens, mais pour se rendre en Guinée ont besoin d'un visa, ne peuvent pas avoir tous ces documents-là ici parce que malheureusement, comme vous le savez certainement, les ambassades sont vraiment non fonctionnelles dans la quasi-totalité des pays aujourd'hui, et c'est le cas aussi au Canada. Donc ce premier problème, il est vraiment administratif, ce qui fait que nous sommes dans un pays, le Canada, qui est vraiment très grand sur le plan géographique. C'est quand même 10 millions de kilomètres carrés le Canada, ce qui fait qu'il y a des Guinéens partout, mais l'accessibilité n'est pas facile. Donc c'est pas comparé à un pays où on peut facilement se déplacer pour aller dans la capitale pour chercher un papier ou un autre, étant donné le fait que les ambassades, non seulement j'ai signalé leur manque de fonction, les dysfonctions qu'il y a, mais aussi leur retard par rapport à l'avancée technologique, ce qui fait que c'est toujours à l'étape embryonnaire vis-à-vis de la technologie. Ce qui fait que des gens qui, par exemple, sont dans les prairies ou des Guinéens qui sont à Vancouver ont vraiment énormément de difficultés de venir jusqu'à Ottawa, qui est la capitale et où se trouve l'actuelle ambassade, pour pouvoir obtenir ces documents-là. Et encore, c'est si ces documents-là sont délivrés. Donc, c'est vraiment un problème que les Guinéens du Canada rencontrent ici. Il y a aussi un problème, je dirais, au niveau de l'oubli, parce que nous constatons ici que les Guinéens de la diaspora parfois se sentent oubliés de la nation. On est pris pour on est tous imbriqués dans un mot, la diaspora, qui est un fourre-tout, qui est vraiment assez vague, ce qui fait que nos problèmes ne sont pas quasiment pris en compte, et même nos droits les plus élémentaires, le droit de vote, n'est pas pris au sérieux parce qu'on ne met rien en place ici de façon vraiment transparente. Bon, c'est peut-être aussi, vous me direz, à l'image de la Guinée. Est-ce qu'il y a une forte communauté guinéenne au Canada? Le manque vraiment de prise en compte de leurs droits citoyens vis-à-vis de la Guinée. D'accord. Monsieur Ba? Oui. Est-ce qu'il y a une forte communauté guinéenne au Canada? Oui, il y a effectivement, permettez-moi juste de dire que le Canada, c'est un pays fédéral et c'est un pays qui est très loin, comme vous le savez, donc ça se situe au nord des États-Unis. L'accessibilité n'est pas facile, mais il y a une forte présence de la communauté guinéenne ici. Il n'y a pas de statistiques plausibles, mais les chiffres tournent aux alentours de 15 jusqu'à 20 000 Guinéens. Donc il n'y a vraiment pas de statistiques plausibles, et ça aussi, ça fait partie d'un des facteurs que nous pouvons, en tout cas auxquels nous pouvons aspirer pour avoir l'exactitude des Guinéens. Mais ces Guinéens sont éparpillés un peu partout à travers le Canada, ce qui fait que de Vancouver, qui se trouve à l'extrême ouest du Canada, jusqu'au Canada Atlantique, là où il y a Moncton et tout, il y a des Guinéens. Mais la plus forte concentration des Guinéens se trouve dans la province du Québec, qui est la province francophone, et principalement dans la métropole Montréal. Mais Montréal, c'est pas là où se trouve l'ambassade de la Guinée. L'ambassade de la Guinée se trouve à Ottawa. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu à mener des démarches, puisque vous êtes... Notamment au niveau des consulats, qui sont non fonctionnels, même s'ils existent dans certaines villes, mais aussi non fonctionnels à l'image de l'ambassade elle-même. D'accord. Est-ce que, puisque vous êtes réunis en association, est-ce que vous avez mené des démarches allant dans le sens de rencontrer l'ambassadeur, par exemple, pour exposer vos difficultés? Alors, sur ce plan-là, je rappelle seulement que, comme vous l'avez signalé à l'entame de l'émission, j'ai eu cette chance d'être vice-président de l'Association des Guinéens du Canada.
Et à ce titre-là, je connais un peu la difficulté qui est la nôtre de pouvoir avoir des projets concrets, un dialogue établi entre l'ambassade et la communauté guinéenne. Je suis vraiment désolé, mais l'ambassade, quand je dis qu'elle n'est pas fonctionnelle, c'est qu'il n'y a rien qui soit mis en place ici pour permettre un dialogue. Et l'Association des Guinéens du Canada, malheureusement aussi depuis 2017, suite au fait qu'une espèce de conseil des Guinéens du Canada avait été parachuté dans différents pays par le pouvoir en place, qui a voulu récupérer la parole au nom des Guinéens, ce qui a effrité le tissu social, fait en sorte que l'ambassade qui était côté pouvoir et la frange la plus importante de la population qui, compte tenu des problèmes, bien entendu, politiques qui s'exportent un peu partout au niveau de la diaspora, font en sorte qu'il y a un blocage. Et ce blocage commence au niveau de la communication. Il n'y a pas de dialogue établi. D'accord. Nos représentants à l'époque de l'ambassade, aujourd'hui, d'abord, je signale qu'il n'y a pas d'ambassadeur au Canada. Nous avons le docteur Lonseni Condé, monsieur Lonseni Condé qui est là, mais ce n'est pas un ambassadeur, c'est le chargé d'affaires qui est là. Mais les seules fois où nous avons l'opportunité de rencontrer l'ambassade, c'est dans des événements festifs qui étaient organisés à l'époque. Donc il n'y a pas de cadre vraiment propice, étant donné qu'il n'y a plus de structure fêtière associative pour aller dialoguer avec l'ambassade, étant donné que l'ambassade avait fait le choix de porter sa confiance sur un pseudo-conseil des Guinéens du Canada qui, comme vous le savez certainement, ça a été évoqué dans vos différentes émissions sur votre antenne, que ce conseil de Guinéens du Canada s'est approprié de la parole de la diaspora, mais qui n'a aucune légitimité, ce qui fait qu'il y a toujours ce blocage-là au niveau du Canada dans le cadre de ce dialogue. Monsieur Ba, nous sommes pris par le temps. Très rapidement, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux nouvelles autorités ? Je ne vous entends pas bien, vous pouvez juste répéter. Est-ce que vous avez un message à adresser au CNRD ? Très bien, écoutez, le message que je lance au CNRD, déjà c'est un message de félicitations et de remerciements, parce que honnêtement, comme j'ai eu à le dire au niveau de la chaîne VOA, la chaîne américaine, c'est un sentiment de joie et mêlé de tristesse. Mais franchement, les premiers pas que le CNRD est en train de mettre sur pied, les premiers jalons, tout ça c'est encourageant. Nous vraiment encourageons le CNRD, mais aussi nous invitons tout le monde à rester dans l'esprit du CNRD, c'est-à-dire dans l'esprit du changement, parce qu'on ne peut pas changer avec du vieux. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les têtes d'affiche sont parties, mais les administrations sont remplies de personnes qui, à mon avis, n'ont pas encore intégré la volonté du peuple de Guinée d'aller vers un changement, mais radical, de tous les comportements et de tous les modes de vie pour que notre pays sorte enfin d'une certaine léthargie qui ne devrait pas être le cas aujourd'hui. Monsieur Hamid Ba, merci de répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très rapidement, en 30 secondes, Emmanuel Milimono, selon vous, quelle devrait être la démarche de la CEDEAO vis-à-vis des États, la Guinée, le Mali ? Je pense que, puisque les problèmes ne sont pas les mêmes, la première chose, ce serait peut-être une démarche d'écoute pour savoir que les principes qui guident la sortie de transition ne sont pas forcément, on ne peut pas les adapter forcément à tous les contextes. Il faut relativiser, il faut écouter les populations locales et peut-être prendre en compte leurs attentes et les accompagner dans leurs besoins, parce qu'après tout, la démocratie, elle n'a pas de sens lorsqu'elle ne reflète pas la volonté du peuple. Ce n'est pas l'élection tout simplement, mais il faut que le peuple lui-même dise où il veut aller, et c'est important de dialoguer avec les autorités. Monsieur Kabinet Fofana, que peut-on retenir de votre position très rapidement sur ce sujet ? Je pense que le CNRD a tout à gagner en restant en bonne mèche avec la CEDEAO. Il faut rapidement se prononcer sur la durée de la transition et de dire exactement ce qu'on fera de l'avenir d'Alpha Condé. C'est extrêmement important. Merci à vous d'être sur ce plateau. Monsieur, dames, merci d'être à l'écoute de cette émission. Ibrahima Silla, Benjamin Guilavogué, Lancé Sangaré, merci pour la conduite technique. Communauté FIM, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.